Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 21e épisode de Sensoscopie avec Brice de Marjorie. Ensemble, on va explorer l'intelligence sensorielle dans la bascule en avant, vers le mouvement musical ou l'art de mettre les gens en mouvement pour co-construire des solutions. Un épisode qui parle d'un métier peu connu, le co-design, et pourtant bien utile pour faciliter les usages et les pratiques dans une société en perpétuelle évolution. Un métier où la sensibilité joue un rôle clé, mais je vous laisse sans plus attendre découvrir mon invité qui va tout de suite se présenter. Je suis Brice de Marjorie, je suis compositeur, je fais du co-design et je conçois des expériences transformantes. Il y a beaucoup de co là-dedans. Ouais. Compositeur, co-design, Conçoit. J'aime bien, voilà, ça m'ouvre tout un champ, on va dire. Mais avant qu'on parte dans le coco, j'aimerais qu'on revienne à toi quand tu étais un petit garçon. Ouais. Et je t'ai demandé d'amener une photo de toi. Tu vas me dire quel est l'univers, le monde. Quelle photo tu as choisi déjà? Ouais. J'ai choisi une photo qui se passe sur une plage. Je dois avoir peut-être 9 ou 10 ans. Elle est très dynamique cette photo. Et je cours vers la personne qui tient l'objectif. Waouh. Et je suis vraiment très 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 content. J'ai l'impression. En tout cas, tu as une ouverture, une lumière incroyable. Là, pour le coup, j'ai l'impression que les sens sont en éveil sur cette plage, pieds nus. Juste, on a envie d'y être. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe autour de toi sensoriellement à ce moment-là? En fait, on est nombreux. Ça ne se voit pas sur cette photo, mais on est 2 familles réunies pour pique-niquer le soir. Donc en fait, il y a une lumière de fin d'après-midi d'été. Super belle. Il y a toute une journée à la plage dans les pattes. Il y a le sable, évidemment, entre les doigts de pied. Tu le sens encore, ce Ouais, sable? Moi, je le sens rien qu'en regardant la photo. Et je sais ce qu'on va manger. Et en plus, il y a un truc que j'adore, c'est du riolet. Et je suis hyper content. La turgoule ou du riolet? Parce qu'attention, on rigole pas avec le riolet. Hein. Du riolet. Non, parce que tu connais la turgoule? Non. C'est un riolet qui est très très cuit, qui cuit pendant 12 heures au four et qui du coup est caramélisé. Alors, il n'est pas caramélisé, mais on parle d'un riolet un peu... On est dans quelle région, là? Alors là, on est à Nildieu. Ah ouais. En Vendée. Ouais, donc on n'est pas loin de la turgoule. Et le sable commence à rafraîchir. C'est plus l'après-midi brûlante. Et c'est un moment que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette photo? Que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, dans une autre maison de famille, que c'est un moment de joie et que c'est un moment plein de sensations, justement. Alors c'est un peu personnel, mais c'est une photo qui est parmi plein d'autres photos, où il y a toute la famille. Et ils font tous un peu la tête. Et je suis le seul qui bouge. Et ça m'a aussi sauté aux yeux quand je suis repassé devant ce Ah ouais, tu mets panneau. du mouvement dans le figé. C'est déjà du coup, non? Tu peux pas si bien dire. C'est quoi ce truc? Et du coup, en revoyant ça, Ouais. ça t'évoque quoi sensoriellement? Qu'est-ce que tu sens qui est encore en toi? Voilà. Ouais. Le mouvement, le déséquilibre avant. Sur un truc comme ça. C'est-à-dire, attends, il faut que tu m'expliques le déséquilibre avant. T'as un déséquilibre avant? Je crois que j'ai un déséquilibre avant. C'est quoi? Je sais pas C'est quoi un déséquilibre avant? Je crois que je suis content quand je suis un peu en déséquilibre. Je suis content quand je suis
Tu plonges dans le vide? Quand je me maintiens, en tout cas dans une situation Ou je sais pas où tout? je sais pas tout, c'est sûr, Ah ouais, et où il n'y a pas tellement d'autres façons que d'avancer. que d'avancer. Alors, ça fait un peu pédaler, c'est un peu inquiétant dit comme ça, mais je crois que ça me va bien. Ouais, c'est la notion de vélo en fait. Si tu peux pas être immobile sur un vélo. Voilà. Et une autre image, si tu veux, qui me donne un skipper, qui me parlait d'un bateau qu'il aimait beaucoup, et qui me disait avoir été conçu, littéralement, par les architectes navals, conçu pour être à 45 degrés. C'est-à-dire que ce bateau à plat n'est pas dans son état optimal. Ah Il est fait pour être ouais! comme ça. Mais t'as raison, on est fait pour avancer en fait. Et moi, ça me raconte un peu ça. Alors j'élabore un peu, on est moins dans la Ouais. sensation, mais Bah si, parce qu'il y a la sensation du mouvement qui est importante. ouais, ouais, ouais. Enfin, je comprends complètement, parce que pour moi, tout est mouvement. Euh, c'est la notion des 3 I. Immobilité, insensibilité, inconscience. Un endroit qui est fixe et insensibilisé, donc tu n'en as pas conscience. Hmm. Et immobile, donc il y a quelque chose qui empêche le mouvement. D'où le corps qui peut s'atrophier et tu n'as plus cette passage à l'action en fait. Et on voit comment des fois c'est difficile le passage à l'action, de l'idée à l'action. Euh, et, et quand tu as la perception que le mouvement est la vie, et que ça, le mouvement il est partout dans ton corps, mais que par rapport à des chocs, par rapport à des peurs, des blabla, et ben ça va se fixer. Et du coup, cette sensation là que tu m'évoques de j'ai conscience que c'est le mouvement qui est mon cadre de référence, ben c'est à mon avis pas anodin quoi d'avoir repéré ça assez jeune. Je sais pas si je l'ai repéré, mais en tout cas, c'est frappant quand on s'en parle là, de trucs-là, que tu viens de nommer là. Ouais, c'est-à-dire concrètement Ok. que c'est ça que je cherche. Ok. Donc en fait là, ce que tu es en train de me dire, c'est que en regardant cette photo que tu as choisie de toi dans un mouvement où finalement ton environnement est un peu figé, Ouais. parce que tu dis, ben, en fait, tu vois, c'est une séance de foot. Quand j'ai regardé toutes les autres photos de famille, ils sont tous un peu tristes et pas en mouvement. Ouais. Et toi, tu as cet élan Ouais. et, et du coup, tu le ressentais ça vraiment à l'époque, que tu étais un peu différent dans la façon de percevoir ou pas du tout? Non, non, non. C'est en revoyant les C'est photos. plutôt là que ça m'a sauté aux yeux, ouais, ouais. C'est qu'effectivement, les autres photos sont des photos où on voit plutôt des enfants en train de lire, en train de réfléchir, ils sont extrêmement sérieux, ils sont plutôt beaux d'ailleurs, c'est des belles photos, on voit pourquoi elles ont été choisies. Mais effectivement, voilà, il y en a une qui est un peu incongrue dans la série. Mais donc, non, te dire qu'à l'époque... T'en avais pas conscience. non, 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 non. À part le sable dans les doigts de pied, la plage à la fin de la journée qui donne un sable un peu plus frais et c'est plus facile de marcher dessus. Est-ce que tu as d'autres sensations qui te reviennent de ce moment-là, de cette époque-là, on peut étaler, Ouais, qui sont un peu comme un point de repère sensoriel en toi? ouais, ouais. Bah, toujours en tirant le fil de cette photo-là, c'est aussi c'est une île. C'est un endroit particulier pour un enfant parce que c'est une petite île. Et donc c'est un endroit qu'on connaît, qu'on maîtrise assez vite et en même temps dans lequel on est assez libre. Donc moi j'associe aussi cette époque et c'est un endroit où je passais beaucoup de temps en fait à la sensation d'espace, d'autonomie. On est plus sur des, comment dire, c'est un peu plus psychologique que sensoriel, mais j'associe ouais, ces moments-là au fait d'être à vélo au grand air, de prendre aussi un peu des risques, de se rapprocher, un peu près d'une falaise pour voir, d'être avec mes cousins et mes cousines en grande liberté et jusqu'à l'heure qui nous va bien. Enfin, il y a aussi un truc d'exploration qui me parle vachement derrière cette photo. Encore une fois, on est moins dans la peut-être sensation, mais plus dans la perception, la Ouais, représentation. c'est la perception. La Mais ça, perception, c'est c'est la assez... sensation. C'est-à-dire que tu vas quand même au bord de la falaise et ça te permet de voir les frontières, quoi. Ouais. Et c'est... Et je pense que c'est un endroit que j'aime pour ça. Parce qu'il y a... Tu y vas il y a toujours? ces ingrédients. Ouais, ouais, j'y vais toujours, ouais. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, mais... parce qu'avant, c'était des... Voilà, on avait des immenses vacances. Mais ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses de cette époque qui...
qui résonne. D'autres choses, c'est plus de la même façon que tu dis ce besoin de mouvement et d'aller chercher, d'aller en explorateur, chercher un peu le périmètre, tu vois, comme dans une île où finalement t'es isolé, mais t'es quand même relié et t'as ta bande de cousins et c'est comme si ça, la façon dont on parle, c'est comme si ça avait quand même créé un repère interne. Le lien que je fais avec peut-être avec ce que je sens qui est vibrant ou qui est fort dans mon rapport au monde, si je sais pas, c'est que moi, finalement, ce que j'aime faire, c'est explorer. Ce que j'aime faire, c'est effectivement créer du mouvement chez les gens que je rencontre ou par des expériences que je peux imaginer et concevoir ou par la musique que je peux créer. Il y a cette personne-là, elle est hyper présente en fait. Il y a aussi Tu le sens en toi, cet enfant. Ouais, et il y a un rapport au plaisir qui est toujours très 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 fort et qui me guide en fait énormément dans les choix que je fais, jusqu'à la façon d'organiser mon temps. Et je suis vraiment pas très loin du garçon de 9 ans qui court vers le riolet dans la belle lumière du soir, parce qu'en fait, c'est ça que je continue de chercher. Je continue de chercher le kiff, les grands espaces, la camaraderie. On peut peut-être rajouter de l'apprentissage qui n'est pas dans la photo, mais c'est le développement. Ok. Tu dis j'aime bien mettre les gens en mouvement, concrètement ça ressemble à quoi? Il y a plein de manières, mais tu vois, dans le métier qu'on fait ici, donc autour du co-design, il y a des gens qui vont être très sur, tiens, vous avez passé telle commande, il faut que, je sais pas quoi, vous donner des priorités, et puis on va super clarifier ces priorités, puis on va vous donner le livrable que vous avez demandé, ça va bien. Moi, je suis obsédé par qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça les intéresse vraiment? Est-ce que ce truc qu'ils ont demandé va être utile et auprès de qui, entre les mains de qui ça va arriver? Est-ce qu'il aura les moyens d'avancer avec ça? Je suis en permanence en train de me demander est-ce que ce qu'on fait est à la hauteur de leur appétit et de leur capacité aussi à le porter après. À le digérer. Ouais, je suis hyper focalisé là-dessus et quelque part je crois pas du tout au reste. Je suis peut-être même peut-être un peu, parfois, peut-être j'occulte un certain nombre de choses. La seule chose qui m'intéresse c'est à quel point ça va être utile. Et à quel point on est capable, dans ce temps qu'on a, de vous mettre en mouvement sur ce qui vous intéresse ou quoi. Je suis en permanence en train de me demander qu'est-ce qui vous intéresse Ouais. et comment créer les conditions pour que vous tiriez le fil et que vous continuez. Tu as un exemple pour que ça soit plus concret peut-être pour nos auditeurs de ce que tu es en train de parler? Parce que c'est vrai que le co-design, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Tu vois, un exemple assez joli, ouais, on travaillait dans pendant un ancien EHPAD reconverti en centre d'hébergement d'urgence. Et il y a 5-6 associations qui sont venues là un peu par opportunité parce qu'il y avait un espace avec des logements, mais elles ne coopéraient pas. Et il y avait tout un travail de coopération institutionnelle, de repositionnement du projet, de qu'est-ce qu'on apprend du projet. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'est de savoir si les associations, face à une situation d'un habitant, seraient capables de trouver des solutions pour l'habitant, qui en même temps leur permettraient à eux de faire leur mission. Et quelque part, tout le reste, presque j'évacuais tout le reste, tant qu'on n'en venait pas au fait, quoi. Concrètement, qui va pouvoir aider qui à faire quoi, et qu'est-ce qui nous empêche de le faire maintenant, quoi. Mais de ne pas se perdre dans Yaka Faucon. Ouais, et très vite de donner les moyens aux gens d'avoir la discussion qui va être suivie des faits et qui va dès le lendemain pouvoir changer quelque chose. Et donc cette manière de réfléchir et d'agir, comment toi dans ton expertise, tu fais cette différence, qui est aussi difficile de passer de l'idée à l'action concrète? On les met à l'action le plus vite possible. C'est ça. Donc en fait, on part de l'action. Ouais, c'est ça. Concrètement, tu vois, si tu dois préparer un truc qui arrive dans un mois et demi, on va dire oui, il nous faut absolument ce document. Je dis on va le faire maintenant, tout de suite. On y va. On se met sur un panneau et on le fait et on le remplit déjà. Ok. Est-ce que vous imaginez qu'une fois qu'on a ça, vous avez de quoi avancer? Est-ce que ça répond vraiment à la question? Donc en fait, effectivement, je fais exprès de passer tout de suite au faire, sans occulter le fait que ça va nous aider à mieux réfléchir sur le problème, bien sûr, et à mieux le formuler, mais tout de suite,
on y va, quoi. Qu'est-ce qui nous empêche de? Allons-y. Et c'est un révélateur génial. Un autre exemple qui m'a vraiment beaucoup fait rire, on était dans un lieu culturel et la signalétique était complètement illisible. Il y en avait partout. Il y avait des vidéos, il y avait des écrans, il y avait des espèces de potelets, il y avait des grandes affiches et tout. Et je leur disais, mais en fait, on ne sait plus ce qui sert, ce qui ne sert pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tout enlever. Et dans l'idée, ils étaient hyper contents. Oui, on va tout enlever, ça va être super beau, etc. Et donc on l'a fait. Et quand on a tout enlevé, il y en a qui ont tourné pâle. Et tout d'un coup, qui couraient après nous pour récupérer des photos, pour en remettre, etc. Et c'était génial, parce que tout d'un coup, on a appris ce dont ils avaient vraiment besoin en vrai. Le but, c'était pas de les... C'est où les toilettes? Littéralement. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que eux-mêmes se révélaient d'un coup, en fait, ce dont ils étaient complètement inconscients 5 minutes avant. Mais c'est clair, c'est comme quand tu prends la photo de ton emplacement au parking, je sais pas moi, à l'aéroport par exemple, et que tu as oublié de prendre la couleur. Tu vois, parce que t'as le numéro. Tu sais pas quoi. Et la couleur, tu sais pas quel étage c'est. Et est-ce qu'ils ont relié l'étage à la couleur? Parce que tu peux te souvenir de l'étage, mais pas de la couleur. Et parce qu'en fait, selon les parkings où tu es dans l'aéroport, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, sinon c'est pas drôle, et ben les couleurs changent. Mais ça, ils n'y ont pas pensé. Donc tu crois que tu es au 1, au jaune, et donc que tu es au 3e étage. Mais non. Parce qu'au 2, et ben le 3e étage, il est vert. Donc tu gardes le jaune ou le vert comme repère. Tu vois? Donc effectivement, je pense qu'ils n'ont pas fait comme toi. Donc en fait, remettre du mouvement, faire bouger les gens, c'est aussi les faire bouger pragmatiquement. Ah oui, concrètement. Ouais. Moi, j'ai vachement de plaisir à cet endroit, à faire se lever tout le monde, à virer les tables, à sortir de la salle, à dire, en fait, vous allez commencer par aller vous promener un quart d'heure avec une consigne. Physiquement, corporellement, quoi. Vous avez visiblement un désaccord sur tel sujet, on va tracer une ligne au sol et puis vous allez vous mettre à l'endroit qui vous paraît ajusté par rapport à votre niveau de désaccord, puis on s'en parle. Mais en fait, faites, puis on se parle. Et du coup, il y a quelque part le champ perceptif, c'est-à-dire de la même façon, là, tu dis, vous n'êtes pas d'accord, donc mettez-vous dans la pièce, dans l'endroit qui ressemble le plus. Voilà, on va dire de nord à sud, c'est de plus en plus au secours, à ça va. Ouais. Et du coup, là, tu vois plusieurs personnes dans une pièce qui vont tous aller vers le au secours moyen sur une échelle de 1 à 10. Donc ça veut dire que, quelque part, la perception sensorielle intervient dans ton design. Ah ouais, à fond. En fait, ça fait des années que c'est présent, et jusqu'à ce qu'on y fasse une place explicite, jusqu'à ce que ça soit en train de devenir notre métier, quoi. Comment elle est venue, à ton avis, cette place explicite? Comment toi, tu as découvert ça? C'est une bonne question. Nous, alors, ça fait longtemps que c'est un peu mon job, et donc qu'on a des cercles avec d'autres facilitateurs et auprès de qui on teste énormément de choses. Donc, il y a plein d'expériences qui me sont venues un peu comme ça par mes pairs. Pourquoi ça m'est paru important? Je pense parce que moi, ça m'amuse. Encore une fois, j'ai un rapport au plaisir et que j'ai... On joue sur la plage. Ouais, et aussi, il y a, je pense, un lien avec la musique. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il y a un truc dans la... Donc moi, j'écris énormément de musique. Depuis toujours? Ouais, ça fait un sacré bout de temps. Ça fait plus de 25 ans. Et il y a un rapport à l'attention dans la musique. Il y a un rapport au fait de créer quelque chose à entendre qui soit à la fois stimulant, beau, émouvant et aussi pas ennuyeux. Il y a aussi une rythmicité. Ouais, et je pense une attention hyper soutenue au fait que les gens s'ennuient ou pas. Et dans une journée facilitée, peut-être par rapport à d'autres en tout cas, je sais que j'ai assez vite exploré plein de modalités ou de champs ou de registres de facilitation, avec cette idée qu'il fallait qu'ils restent stimulés, en grand état d'attention eux-mêmes, les participants. Et donc, plutôt que cette modalité la faire de manière en 2D, on va la faire en 3D. Tiens, plutôt que de la faire à l'écrit, on va la faire en silence en dessinant. Tiens, plutôt que de le faire en dessinant, on va écrire sous le dessin de l'autre. Enfin, je pense qu'il y a eu une recherche qui chez moi, est sous-tendue par ça. Je ne veux pas qu'ils s'ennuient. Ouais, c'est joli la manière dont tu le dis, parce que c'est vraiment prendre soin de l'homme créateur en face de toi, quelle que soit sa posture, sa position. Ouais, c'est assez joliment dit. Ouais. Enfin, j'aimerais bien que ce soit ça. C'est effectivement...
Bah déjà, poser ça comme intention. Je pense qu'ils méritent ça, tu vois, ils sont super. Ah bah c'est certain que c'est vrai, moi pour intervenir dans les entreprises aussi, t'as qu'une envie, c'est de créer des espaces de créativité, d'ouverture, de plaisir. De connexion à soi, ouais. Et de relier les mondes. Tu vois, il n'y a Ouais. pas... alors évidemment, il y a les frontières culturelles des entreprises, le perso, le pro, on peut aussi avoir des limites, parce que quand on passe beaucoup de temps au travail, il faut arriver à mettre les frontières justes. Et nous, arrivant en posture extérieure, ne vivant pas la culture de l'entreprise au quotidien pendant des mois et des années, on a une certaine liberté. Mais leur redonner des permissions de liberté pour trouver des solutions innovantes qui vont servir à l'entreprise, moi je pense que c'est la vitalité de l'entreprise qui est en jeu là-dedans. Et revenir, comme tu disais, c'est marrant parce que je refais le lien avec la famille et la photo où tu disais remettre du mouvement et de la vitalité dans quelque chose d'un peu figé. C'est ça aussi. Mais oui, mais c'est pour ça c'est frappant que tu aies réagi tout de suite sur la photo en disant tiens, c'est du mouvement parce que c'est central j'ai l'impression, dans tout ce que je fabrique. Et avec aussi une prudence parce que je pense qu'on a le beau rôle, on est là pour des temps assez courts où on va effectivement créer de l'autorisation, on va leur permettre de connecter avec le créateur qui est en eux, c'est super. Et puis le lundi matin arrive et ils ont le chef qu'ils ont et ça peut faire assez mal. L'atterrissage. Ouais, et donc je suis aussi hyper sensible à ça. Et donc, voilà, dans ce chemin, ça m'emmène vers d'autres modes d'intervention maintenant que juste, on va dire, un séminaire ou une intervention, on va dire, un peu type en co-design. Mais je pense que l'influx, c'est toujours le même. C'est ouvrir des espaces pour se poser de belles questions, pour sentir qu'on a de la gentilité, qu'on a de la possibilité d'agir sur son environnement. Et lever les freins, quoi. Oui, et puis de vraiment revenir chercher tout ce potentiel d'idées quand elle est bien et qu'il y a les conditions favorables pour le faire. Et c'est pas donné. Non. Parce que c'est pas parce que tu fais des brainstorming et que tu mets des gens dans des pièces qui vont avoir l'idée qui va faire que ça va bouger dans le développement RSE des entreprises. Donc, et la qualité de vie au travail et la façon de remettre de la motivation et de pouvoir communiquer de façon constructive, même pour dire des sujets pas faciles. Donc oui, effectivement, c'est un enjeu énorme, énorme. Surtout quand les notions de travail sont autant challengées selon les générations. Parce que finalement, on se rend compte que, et les sciences cognitives nous le montrent, que le cerveau a horreur du changement, en fait. Parce qu'il a peur de l'inconnu. Et que quand peut-être on a une habilité comme toi à bouger les lignes et à bouger le sable et le plaisir et d'avoir la sécurité intérieure nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce qu'on aime et de le construire et de designer sa vie et d'en faire son métier. C'est un modèle sans arrêt, un ouvrage qu'on a à remettre sur le métier, comme on dit, sans arrêt, tu vois. Oui. Et je suis prudent aussi à cet endroit, parce qu'effectivement, c'est une position particulière. On est aussi extérieur. C'est-à-dire que... C'est ça. Et je trouve qu'il faut être très prudent. Ouais, c'est ça, très attentif. Tu fais des retours d'expérience quelques mois après avec les gens, justement, de comment ça s'est passé le retour au poste de travail ou comment ça a évolué? Tu fais un suivi? Oui, bien sûr. Ouais, carrément. C'est de ça que tu as appris? Oui. Et c'est même devenu impossible de plus le faire. Enfin, en fait, généralement, je ne fais plus du tout le même... Enfin, je pense que je fais de loin le même métier, mais ça a vraiment beaucoup évolué depuis 3-4 ans vers des formats effectivement beaucoup plus longs, en fait. On peut rester 9 mois vers des formats aussi beaucoup plus situés. C'est-à-dire que on va passer du temps avec des personnes concernées par la question qu'on se pose. On va faire du co-design en résidence. Donc on a par exemple travaillé à l'hôpital Saint-Antoine pendant assez longtemps. C'était quoi l'hôpital Saint-Antoine? On travaillait avec des cadres de santé sur la reclarification de leur rôle et comment leur rôle pouvait être
Reformuler. En fait, c'est que le rôle avait évolué. Et que Par exemple? D'un rôle, par exemple, en fait, très dans le soin, très dans le soutien technique, notamment aux infirmières qui prodiguent des soins. On avait basculé sur un rôle très administratif. Et pas forcément désiré ni souhaité. Enfin, ouais, je viens de dire deux fois la je même vois chose, très bien. Ouais. et en fait, et par ailleurs, les médecins de plus en plus accaparés par la recherche, donc en fait avec beaucoup moins de temps, ce binôme se défaisant un peu, il y a plein de choses qui ont bougé, mais qui n'ont pas été dites. D'accord. Et donc du coup, concrètement, des gens qui se forment à un métier qui n'est pas celui auquel finalement elles arrivent. Et donc un écart, et donc des gens qui s'en vont. Et puis c'est un métier hyper critique, donc faut pas les perdre, quoi, ceux-là. Et nous, on s'est dit qu'on allait le faire dans la durée et avec elles. Justement, pour pas avoir cette histoire du lundi matin, mais pour être avec elles le lundi matin. Et c'est vachement fort parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs conversations, tu peux avoir la même conversation plusieurs fois. Ce qu'on ne peut pas avoir lors d'une intervention brève. Tu peux vraiment toi-même mûrir par rapport au projet. Tu peux accéder à des gens auxquels tu n'accéderais pas de prime abord parce qu'ils ne savent pas qui t'es, si tu es juste pour faire. Voilà, si tu es juste un consultant de plus qui va instrumentaliser. Il y a une un défiance sujet. aussi du Voilà. consultant extérieur qui vient pour soi-disant, genre c'est vous les experts alors que nous on est sur le terrain tout le temps. Et là ça casse un peu ça parce qu'en fait on est là dans leur environnement, on est là quand ils ont le temps, on est là, on a fait des nuits, enfin tu vois, c'est complètement autre chose, quoi. Donc, oui, tu rentres en observateur avec quand même un rôle, mais tu vis avec eux. Ouais. Donc tu vas passer la nuit à l'hôpital avec eux, tu es aux urgences avec eux. Conscient qu'on n'a pas le même rôle, pas le même vécu, mais dans une attention plus soutenue, justement à l'effet de ce qu'on se dit. Donc c'est aussi des interventions dans lesquelles plus vite on va imaginer des choses à tester. On est moins à nouveau pour faire des choses. Tu ne les sais pas en amont, tu les sais sur le terrain que ça vient. On les sait et on les fait émerger parce qu'eux ont plein d'idées et ils ne nous ont pas attendus. Et en fait, c'est juste de dire, tiens, cette idée, visiblement, elle répond bien au problème que tout le monde s'est posé. Oui. Ça vaut dire de la partager avec eux aussi. C'est aussi simple que ça. Mais c'est toujours ce soin de où est-ce qu'il y a du bien à faire, qu'est-ce qu'on peut tester rapidement, à qui d'autre ça pourrait bénéficier, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller, venez avec nous, on y va. Quand il y a une commande de réfléchir à une problématique, votre casquette, c'est consultant. Alors, on va dire qu'il y en a deux. Il y en a une nous, on va dire qu'on fait du co-design, mais ça ne parle pas à grand monde. Donc on est souvent associé à de l'intelligence collective. Ça, c'est le truc, voilà. Et là, il y a une nouvelle casquette qui est plus, c'est de concevoir des expériences qui transforment. Donc, c'est assez différent. Oui, la nuance. Elle est assez importante parce que si tu fais de l'accompagnement avec du co-design, tu n'apportes pas de... En fait, toi, ton métier, c'est d'aider à clarifier le problème et après de créer un cadre dans lequel la collaboration va pouvoir avoir lieu, pour lequel eux identifient des pistes et puis testent un certain nombre de pistes de résolution. Imaginez une expérience, c'est par exemple... on est avec des start-upers, des fondateurs d'entreprises de start-up à impact. Leurs fonds d'investissement les rassemblent pour 3 jours. Et nous, on crée une espèce de Montessori pour les grands, où ils ont 12 stands dans lesquels ils vont pouvoir se rendre en autonomie selon leur envie. Parmi ces stands, il y a l'appel à un vieil ami. Et la proposition, c'est qu'ils appellent un copain ou une amie qui les connaissait quand ils avaient 17 ans. Et ils ont un protocole de questions à leur poser sur qu'est-ce qui me faisait des émotions quand j'avais cet âge-là, comment je voulais changer le monde. Il faut une sensoscopie avec une photo, mais de 17 ans, pas de... Et avec quelqu'un qui leur dit, bah oui, moi je me souviens très bien, à l'époque, toi t'aspirais à faire ça, le monde, ce qui te choquait dans le monde, c'était ça. Et ça, c'est pas du tout c'est pas du co-design, ça. On leur propose de vivre quelque chose qui va leur permettre de se reconnecter à qui ils étaient à 17 ans. Ce que je te propose, en fait. Ouais. Je te propose, en fait, je propose avec Sensoscopie du design d'expérience. Mais oui, c'est une Je forme. te remercie parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et grâce à toi, tout d'un coup, Sensoscopie prend une nouvelle dimension. Ouais, après, nous, on est beaucoup dans les mots. Toi et moi, là, on discute. Dans le design d'expérience, on va aussi créer des chocs qui sont... On va aussi avoir recours à d'autres registres. Genre douche glacée
du genre, on a proposé à des chefs cuistots de voir leur menu avec les yeux d'un végétarien. Et donc on a effacé, mais c'était leur vrai menu, hein, sur du beau papier, le menu de leur restaurant. Et on a effacé, et on l'a réédité en enlevant tout ce qui contenait de la viande et du poisson. Et on leur a donné entre les mains. Il n'y a pas de mots. Ah ouais, je vois. Et ils faisaient un peu frais, ils n'étaient pas très contents en fait, parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient plein de trucs bien, que oui, ils étaient hyper végis, tout ça, et pas du tout. Tu vois, là, il n'y a pas de... On n'est pas dans le verbe. Ok. Là, on est dans le... Oui, je vois. Tu crées une prise de conscience. Voilà. Oui, c'est comme quand si tu vas faire marcher les gens en silence lentement, tout d'un coup, ça Par peut exemple, les... Ou leur faire fermer les yeux. Ouais. Tu le vois, quand tu veux faire expérimenter une petite méditation à quelqu'un, rien que de faire fermer les yeux, ça peut être dérangeant pour certaines Exactement. personnes. Oui, en fait, il y a énormément d'expériences à vivre, très simples, qui coûtent rien, mais qui se passent juste par des protocoles. Mise en situation. Mise en situation avec souvent une intention ou bien effectivement d'interpeller, de se dire tiens, je réalisais pas que, je sais pas quoi, que mes menus étaient comme ça, etc. Ça peut être de mobiliser, ça peut être des trucs un peu plus violents. Tu vois, il y a des gens qui se sont mis à l'entrée d'un jardin public en France, à Paris, et puis qui ont interdit aux femmes de rentrer. Et ils se sont dit, mais pourquoi vous m'interdisez de rentrer dans le jardin public? Parce qu'en ce moment, en Afghanistan, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas rentrer. Ah oui. Dans le public. D'accord. Et là, on engage une discussion. Tu vois, c'est un peu plus violent, un peu plus politique, quoi. Mais pour nous, c'est du design d'expérience, c'est un truc à vivre, quoi. Dans un registre super différent, je crois que c'est à Marseille, il me semble, où tu as une rampe devant un très très beau paysage où il y a un message en braille gravé dans la rampe. Ok. Pour t'aider à décrypter le paysage. Tu vois, on est là, encore dans notre registre qui est plus exploratoire. Qui est plus, Ok. Et toi, tu cherches, enfin toi, ta marque de fabrique, c'est d'avoir des idées pour faire des expériences dans une équipe où tout le monde réfléchit ensemble, genre on va faire un brainstorming sur quelle expérience on va faire vivre à telle personne, ou est-ce que vous y allez en mode explorateur et sur le terrain les choses émergent et de là on laisse faire la créativité et l'imaginaire? Quelle est la dose de prépa? C'est un peu ça ma question. Non, pour le coup, et c'est pour ça que c'est assez différent de la démarche de co-design, c'est qu'il y a un travail collaboratif énorme en amont pour clarifier l'intention, pour être super précis sur ce que tu veux déclencher comme effet ou comme type de questionnement chez l'autre. En revanche, il y a une démarche plus d'agence ou d'auteur. C'est-à-dire qu'on va venir avec des concepts, nous. Et c'est hyper intéressant. Mais en fait, les gens y arrivent assez bien. On a, avec des étudiants du CNAM, on a travaillé ça avec eux. Ils ont eu des idées, mais de génie, en 1 heure. En fait, je pense que c'est juste que nous, on y fait de la place, quoi. Et on a un peu de méthode, mais... Aujourd'hui, toi, dans ton univers de designer d'expérience, ça peut être que on peut t'appeler comme ça. Il y a marqué quoi sur ta carte, sur ta signature? Il y a marqué compositeur, design d'expérience, membre de Co-Design It. Et compositeur, ça intervient des fois, ça t'aide à un certain niveau Alors, ouais, ça m'aide, mais je l'utilise pas explicitement. Je n'utilise pas la musique dans mon métier de co-design ou de design d'expérience. En revanche, je vois des points communs assez forts. Genre encore une fois, une attention aiguë justement à l'attention. Oui, il y a un truc autour de toucher, de trouver ce qui fait vibrer les gens. Je fais de la musique pour émouvoir, pour mouvoir, pour que les gens aient des bouge de l'intérieur, des émotions vibratoirement. Ouais. Et je m'aperçois si je suis en situation de facilitation, tous mes sens sont branchés sur le non-verbal, l'énergie du groupe. Est-ce que ça baisse, est-ce que ça remonte, est-ce qu'il y a un truc à proposer qui pourrait là en fait réembarquer quelqu'un qui est en fait en train un peu de se désintéresser, comme tu aurais quelqu'un dans une salle de concert. Donc tu as des antennes qui captent... Je pense que je suis en hyper attention, mais comme tous les facilitateurs, mais que c'est là, pour moi, je rapproche de l'expérience de la musique. Il y a un truc effectivement... C'est une attention c'est une sensibilité particulière à l'environnement, effectivement... au flux d'énergie,
aussi, Ouais. à l'énergie commune. Mm. Et m'est venu un autre point commun quand je réfléchissais aussi sur... il y a un truc super joli dans la théorie U qui dit qu'à un moment donné, dans le creux, il y a à faire de la place pour ce qui est déjà là, qu'on n'a pas encore identifié, mais qui a vachement envie d'advenir. Et le lien que je fais avec la musique, c'est une qualité d'écoute particulière. J'avais appris que dans le U, il y a différents niveaux d'écoute. Et un des niveaux d'écoute les plus profonds, qui s'appelle l'écoute générative, c'est ça. C'est quand collectivement, donc c'est plus une écoute personnelle, c'est quand collectivement on se met à l'écoute de ce qui est déjà là et qui a très envie d'advenir. Faire avec ce qui est là et voir ce qui se dessine dans un mouvement un peu de relâchement. Okay. Et ça me parle de création et ça me parle de ce qui se passe dans les belles sessions de co-design parfois. Il y a le processus tel qu'on l'a écrit, où on imagine, tiens, séquence 1, séquence 2, séquence 3, il y a le programme, et puis il y a ce qu'on vit quand on traverse cette session en tant que participant, avec des phases émotionnelles en fait assez fortes, avec des moments où on a des convictions très fortes, des moments où on les lâche, et je fais un peu un lien entre le processus de création où tout d'un coup, quelque chose d'inattendu et de nouveau et d'inspirant nous apparaît, et auquel on s'accroche, et qui va nous redonner un élan. Et ce que vivent les groupes, et d'ailleurs c'est marrant parce que le dessin qu'on fait souvent quand on veut représenter un processus collaboratif ressemble effectivement à une espèce de U. Je ne sais pas si ça te parle. Tout à fait. Ce que j'entends, c'est que toi comme moi, on est à l'aise avec l'inconnu, la page blanche, tout le temps en mouvement, retomber sur ses pieds, il y a une agilité. Ce qui fait en général la carte maîtresse des facilitateurs. C'est cette histoire d'agilité, facilité, travailler avec ce qui est, faire avec ce qu'il y a dans le frigo, être créatif avec la contrainte et le manque. C'est pas forcément... tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la page blanche, l'inconnu, le je ne sais pas, l'incertitude. Comment toi, tu te prépares à respecter qui tu es au cœur de gens qui n'auraient pas forcément cette prédisposition-là? Cet enfant-là, comment tu le maintiens en émerveillement et en élan? Parce que non, mais parce que je marche à ça. Il y a encore marche à ça. Il y a un Tu rapport sens vente libre. Non, il y a un rapport au plaisir qui est presque existentiel. C'est-à-dire que Tu veux dire que si tu prends pas de plaisir à faire quelque chose, tu le fais pas? Non. Ok. Ça veut dire que quand tu es dans un truc où tout d'un coup ça devient chiant, tu trouves un truc pour que ce soit pas chiant. Ah mais non, mais c'est génial comme clé. Exactement. Ça. Mais tu te rends compte les permissions que ça donne à tout le monde? Arrêtez de vous forcer. Ouais, et après c'est jamais juste pour m'amuser. Moi, c'est évidemment un lien avec ce qu'on cherche à faire, avec l'intention. Mais tu vois, l'exemple que tu donnes me ramène à un truc assez précis. Une session qui avait dans la préparation avait été épuisante, qui m'avait fait passer par des états de colère noire, parce que je comprenais pas l'objectif, je courais après, j'avais plein de versions différentes jusqu'à la veille, donc j'étais en fait très stressé, et en fait assez angoissant. Et puis la session se passe, et en fait se passe bien, et en fait je sais qu'on a fait l'objectif, en tout cas l'attendu, c'est bon, c'est coché, et il reste 1 heure. Et donc il y a pas assez de temps pour faire tout le programme qu'on avait imaginé, mais je sais qu'on est déjà sécurisé. Et là, je me dis, mais en fait, on a 1 heure devant nous, je vais m'amuser. Donc je leur ai dit ça. Je leur ai dit, je les ai réunis tous en cercle, j'étais en co-facilitation, et je dis, mon co-facilitateur n'est pas du tout au courant de ce que je vais faire maintenant, vous non plus, les sponsors ne me l'ont pas demandé, mais on va le faire quand même. Et ça va bien se passer. Et je leur ai fait faire un rêve éveillé, et en fait, ça a été, c'est pas pour faire, c'était génial. Parce que je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ça tombait bien en termes d'énergie, parce qu'on utilisait un registre complètement différent que voilà, le verbe, l'analytique, etc. Qu'en fait, certains hésitaient, mais voyant que les autres y allaient, ils y sont allés, et qu'on a touché des choses hyper émouvantes, et par ailleurs, dans le mille. Enfin, c'est-à-dire qui achevait dans le groupe, dans un truc qui était vraiment un état pour moi supérieur de conscience des autres. Le rêve éveillé, c'est une méditation guidée? Ouais, alors je l'ai fait à ma manière, mais ouais, c'est une méditation guidée, on se projetait dans 10 ans, puis on revenait, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le cadre que tu as donné. Il y avait de la fatigue,
ça commençait à tirer, je voyais bien. Le groupe commençait à... l'énergie chutait. Et là, je me suis dit, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça, et on y va. Donc il y a aussi un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai que ça, alors il y a ça. Et c'est aussi dans notre façon de nous réguler, tu vois, quand on est en résidence, quand on était à Saint-Antoine, c'est épuisant les résidences, parce qu'en fait, tu as envie de rien louper, tu es en hyper attention aussi, tu veux pas déranger, en même temps tu as besoin de comprendre énormément de choses, donc en fait tu es en permanence en état de, je sais pas comment dire, d'hyper... D'alerte. D'alerte, ouais. Hyper alerte. Et dans un milieu où ils ont vraiment autre chose à foutre par ailleurs. Enfin, il y a les urgences. Donc émotionnellement, c'est assez costaud aussi de bosser dans un hôpital quand c'est pas ton métier. Oui, puis de trouver la bonne place, la bonne posture, Ouais. et puis d'être quand même sur le terrain mais de ne pas déranger. C'est ça. Et puis de la légitimité. Et voilà. Parce qu'au passage, tu te dis ça coûte du fric, ils en ont pas. Enfin, c'est stressant, quoi. Et là, on était 3. Et on passait notre temps à se dire, ok, là, dans la prochaine heure, il y a ça à faire, t'as de l'énergie, pourquoi? Qui a de l'énergie, pourquoi? Qui a envie de faire quoi? Quitte à dire, là, j'ai envie d'aller me promener, en fait, je vais aller juste... ou faire un truc à basse énergie, je vais juste documenter ce qu'on s'est dit. Ouais. Et donc c'est aussi collectivement, on cultive vachement ça. Ouais. T'as envie de quoi? Je sens qu'en fait, t'as envie de le faire. Ouais. Vas-y. Ce qui demande quand même d'être avec des gens qui ont une bonne conscience d'eux-mêmes, sans être en train de se survendre ou de se sous-vendre. Ça demande quand même d'être assez clair avec soi-même, où je suis, d'où je te parle. Ouais. Alors après, ça vient aussi en le faisant, parce que tu vois, dans le trio, on était un binôme, puis là on était un trio, et nous on fonctionnait comme ça en binôme. Celle qui est arrivée dans le binôme, elle a assez vite compris le truc, de dire, ah bah oui, donc j'ai le droit de dire que je suis fatigué, que ça j'ai hyper envie de le faire. Donner des permissions, évidemment. Ça va tout à l'heure. Ouais. Mais c'est ça qui est très intéressant, je trouve, de cette sensibilité que tu incarnes. Je suis assez d'accord avec le fait que si notre enfant intérieur arrive à être suffisamment libre et en sécurité et à se donner des permissions et être quelque part parent de lui-même, si cet enfant-là, si tu as cette bonne écoute en tant qu'adulte aujourd'hui, de la disponibilité sensible de cet enfant, je trouve que c'est vraiment ce dont les gens ont besoin n'importe où. C'est assez chouette d'arriver à cet endroit-là, parce que je réalise qu'un des plaisirs, ou peut-être un truc que je cherche sans en être forcément conscient, c'est en fait à ouvrir cette porte pour les autres et à ce qu'ils nous rejoignent. C'est à ce qu'ils s'autorisent à reconnecter avec leur enfant intérieur. Et en fait, mais ça marche tout le temps. Tout le temps. Ils sont... Mais tu vois, sur cette histoire d'enfants, c'est fou. J'ai l'impression que parfois, sur un projet, encore une fois, avec les chefs, là, Cuisto, on se disait, il faut qu'ils repartent avec quelque chose. Donc il y avait toute une expérience à vivre, et puis on disait, on ne peut pas juste les laisser repartir. Il faut qu'on leur donne un cadeau. On avait imaginé plein de trucs. J'avais fait une liste avec une vingtaine d'idées. Et j'étais assez fatigué. Et dans les idées, j'ai mis des trucs où je me suis dit, mais c'est sûr, ils n'en voudront jamais. Et notamment, il y avait une lettre de remerciement d'un troupeau de bœufs épargnés, qui remercie les chefs. Et je l'ai vraiment écrit en pensant faire marrer mon pote, en fait, qui est Samuel. J'ai dit ça, c'était clairement pour lui que je l'ai fait. Eh ben, direction de la RSE, d'accord, on veut ça. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Donc Samuel m'appelle en me disant, maintenant il faut que tu écrives ta lettre des troupeaux de bœufs épargnés. Donc je l'ai écrite, en français, en anglais et tout. D'abord, j'ai adoré le faire, évidemment, mais par ailleurs, ils ont vraiment kiffé, quoi. Et moi, j'adore cet endroit-là. C'est-à-dire que je pensais vraiment pas que ça leur parlerait. Je pensais que j'étais allé beaucoup trop loin. Et oui, c'est pas arrivé par hasard. Ça faisait 1 mois et demi qu'on préparait avec eux. Et oui, il y avait du sens, tu vois. Non, mais c'est génial, parce que quelque part, tu te laisses surprendre par ta propre créativité. Ah bah là, je peux dire, elle m'est revenue, ouais. Je me suis dit, ok, très bien. Et je reviens, c'est pour ça que je dis que j'ai le beau rôle, c'est que j'ai l'impression d'être la personne, parmi plein de gens qui font notre métier, mais qui ouvre des espaces qui ne demandent qu'à être ouverts. Mais c'est pas un beau rôle, c'est un rôle dans lequel tu crois. Enfin, je suis contente que tu aimes ton métier. Hein. Oui. Mais je pense que ce rôle-là, tu as quand même le mérite de l'avoir assis. Tout le monde ne se réveille pas un matin en disant bah tiens, moi, je suis un peu compositeur, j'ai une sensibilité à la musique, j'ai une sensibilité tout court, je vais faire du co-design, puis je vais inventer des expériences de design d'expérience. Enfin, tu vois, ça fait pas. Enfin, je pense que dans le monde de ce monde-là, tu fais partie des pionniers quand même. Sur ce qui nous intéresse, c'est vraiment transformer son rapport au monde. Pas tant que ça. Je pense que depuis
Ouais, je sais pas, depuis que j'ai 20 ans, je cherche un endroit nourrissant, un peu dans tous les sens du terme, où j'avais à apprendre à toute allure, où j'ai exploré énormément, où je serais en grande liberté. Bon, puis le chemin m'a emmené, mais sans savoir pourquoi ni comment, tu vois, c'est juste... À la base, tu as quelle formation? Quand tu es à ouais, cet âge-là, tu sais ce que tu veux faire sur à cette cet âge-là, photo? je veux être archi. Archi, Ouais, archi content. archi, archi content, ouais. Et puis plus. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai fait que de la psycho, socio et de la philo. Ça existe les écoles de commerce où on fait que de la Ouais, psycho et passer de la la philo? première année, tu fais un peu Tu fais quand ce que même ce tu que veux. tu veux. Ouais, ouais. Et passé ça, j'ai recommencé à 28 ans des études de composition musicale. Je suis retourné Au au conservatoire. conservatoire. Tu avais quel instrument? Je suis pianiste, mais je suis allé en écriture, quoi, écriture Ah ouais. musicale. Donc tu as appris à composer. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est... Tu fais toujours de la musique? Ah ouais, énormément. Ouais. J'ai passé toute la journée d'hier à faire que ça. Donc Ouais, tu as ouais. aussi t'as encore tes moments d'immersion intenses. Ouais, ouais, ouais. Mais sans l'angoisse. Ouais. Tu as réussi à te débarrasser de l'angoisse. Tu sais comment on se débarrasse... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pu, aujourd'hui, avec le recul, quand tu regardes à la fois le petit enfant sur la plage, tu peux reprendre la photo si tu veux du petit Mhm. enfant. Mhm. Si tu le regardes, ce petit Brice qui court avec cette ouverture, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait de lui? Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Plutôt. Tu l'as pas laissé enfermer. Non, non. Il se sent bien, ouais, il a Mais de l'espace. c'est super joli parce qu'il y a un... Ouais. Je suis retombé en faisant des cartons il y a quelques mois sur un travail que j'avais fait à 20 ans, 21 ans. J'ai passé une semaine d'un travail autour de la personnalité à l'école dans laquelle j'étais. Et en fait, j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, ça disait, voilà, 21 ans, j'ai expliqué ce que je voulais occuper comme place en fait. Et ça parlait de me rendre utile, ça me parlait de faire un métier utile socialement, et ça parlait de l'importance de la beauté dans ma vie, et c'était un peu plus fourni que ça. Et en fait, c'était super et bouleversant parce que je me disais, bah, putain, j'y suis quoi. Et sans un truc, tu vois, c'est pas une place au sens, je sais pas quoi, ça m'a fait bizarre de dire occuper une place. C'était plutôt, ouais, à quel endroit je m'imagine être. Hmm. Oh vache, Ah ouais. c'était dingue. Ouais, donc c'était une bonne prépa à regarder la photo d'aujourd'hui. Ouais, C'était ta semaine. ouais, c'est ça. Ouais. C'est Et c'est joli de pouvoir. Ah Enfin, moi, je souhaite ça à tout le monde, quoi. c'est bien C'est sûr. super. Bien sûr, bah c'est un peu le sens de Sensoscopie, c'est de donner des permissions et de montrer que c'est possible. De pas abandonner Ouais, l'émerveillement et la sensibilité et qui nous fait jouer comme si on n'avait été jamais empêché de jouer, danser ouais, comme si on ne nous avait jamais empêché de danser, et ouais, vibrer comme si il y avait de l'espace pour ça. ouais, Dans l'idée de créer le monde que tu as envie de voir autour de toi, toi, tu es quand même un peu champion du monde mondial, quoi. Tu arrives avec une envie, et mm, tu marches à l'envie, mm, et tu vas quand même sur des problématiques de société qui sont ouais, aiguës. ouais, 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 et ça, je suis hyper fier de ça. Euh, Et qu'il y a des résultats. ouais, crois, ouais, ouais. Non, mais tu peux le Oui, vérifier. oui, non, mais t'as raison. C'est pas, Ouais. tu crois pas, Oui, ça oui, se oui. vérifie. Enfin, il y a une fluidité, il y a des ça se parle là où ça parlait pas, ça se Ouais. facilite là où ça facilitait pas, ça construit. Après, il y a toujours des façons de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant que j'avais le beau rôle, c'est aussi que je trouve que c'est une position effectivement qui est construite, c'est-à-dire que ça répond à des besoins que j'ai, et donc à force, c'est cette place-là que je me suis faite. Et en même temps, c'est une position que je sens très privilégiée, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est une position, je suis indépendant, je suis partie d'une classe créative qui gagne plutôt bien sa vie, je me sens aussi parfois très à part dans la société, enfin, tu vois.
T'as dit cette photo, elle me représente complètement parce qu'il y a ce déséquilibre vers l'avant. C'est ce que j'ai noté qui était vraiment extraordinaire, le déséquilibre vers l'avant. Donc, d'avoir été en contact avec ce potentiel que tu as, inné ou acquis, on s'en fout. Je pense que si tout le monde, en étant près de sa différence, et peut-être, si tu dis un peu auto-centré, c'est quand tu as des antennes et une perception intense et une sensibilité musicale, artistique, ce que tu veux, tu n'as pas le choix que de t'occuper un peu plus de toi avant de t'occuper des autres. Prendre soin de ces antennes et quand tu as une capacité de perception ou quand tu dis mais moi j'ai senti ça et que tu te rends compte que personne n'a senti comme toi, tu te sens de toute façon isolé. Et ça, tu t'es tellement habitué à te sentir isolé qu'à un moment donné, tu crois que tu n'as pas de place dans le collectif. Moi, ce que je dis, c'est l'inverse, en fait. J'ai le beau rôle. Non, c'est pas que tu as le beau rôle, c'est que tu t'es occupé de toi pour te mettre dans le rôle qui est en accord avec ta vibration profonde. Et cette sensibilité-là, tu vas pas la trouver comme ça. Ça demande un chemin. Et je pense que plus on a de sensibilité, plus ça demande un chemin. C'est ça le travail de la sensibilité. Ça n'existe pas autrement, en fait. Moi, je ne connais aucun être sensible qui est arrivé comme ça en faisant ça va bien se passer, quoi. Oui, on peut critiquer le développement personnel, le travail sur soi, dire que l'intelligence émotionnelle, c'est peut-être du superflu, que bon, y a qu'à faire, il y a qu'à foutre. Non, je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça, sinon ça se saurait. Il n'y aurait pas autant de souffrance, on ne serait pas dans l'année mondiale de la santé mentale, tu vois. On est complètement démunis par rapport à la souffrance, tu vois. Donc oui, se construire un beau rôle, c'est se construire un rôle où il y a une liberté de l'enfant sensible qui court sur cette plage. Mais je peux me tromper, hein. Tu as le droit de me dire autre chose. Non, mais ça me parle, ça me parle bien. Ça me parle. C'est drôle parce que j'ai une amie qui me disait, on avait une discussion existentielle, une amie que je connaissais depuis très 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 longtemps, depuis la maternelle. Elle me dit, mais Brice, enfin, le monde n'est pas un champ ouvert à ton expansion. Je lui dis, si, en fait, je crois. Tu viens de formuler exactement ce que je ne savais pas que je cherchais. Et expansion ne veut pas dire au dépens, ne veut pas dire au-dessus, ne veut pas dire rien du tout. Mais si, et je te souhaite toi aussi de croître. Et d'ouvrir. Et d'ouvrir, ouais. Mettre de l'espace dans ta respiration. Ouais. Moi, je dis souvent ça, vous pouvez mettre de l'espace dans les côtes. Respirer large. Quand tu es sur ta chaise assis dans une réunion, si tu respires large, ça va gêner personne. Tu ne vas pas respirer fort. C'est juste de sentir tes côtes qui s'ouvrent quand tu respires. Juste ça. Prends ta place, ne serait-ce qu'avec ta respiration. Donc cette joli comme image. Tu vois, c'est juste... Aujourd'hui, avant qu'on conclue notre entretien, quel est ton désir le plus profond ? Alors, j'en ai deux. D'abord, donc j'en ai trois. Il y en a Quel est ton désir ? D'abord, j'en ai trois. C'est Monsieur Plus, en fait, que j'ai interviewé. Non, mais c'est que ce système perdure, c'est qu'effectivement, être indépendant, c'est pas non plus évident tout le temps. On peut se faire des frayeurs, on peut tout d'un coup avoir moins de contrats qu'avant. Donc, ça reste un équilibre à maintenir pour avoir l'espace dont j'ai besoin pour explorer, écrire de la musique, être sur les beaux projets, etc. Donc il y a d'abord, je suis déjà à un endroit que j'adore, et donc c'est le préserver. Après j'en ai deux, il y en a un qui est de baigner encore plus dans la création. C'est que si on fait un équilibre co-design et design d'expérience, que le design d'expérience devienne 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Moi. Et un deuxième désir profond qui est autour de la musique, qui est, il y a une amie qui a utilisé un de mes morceaux, ça va être un peu lourd, mais pour un enterrement. Et ça m'a évidemment super ému. Et quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi j'ai utilisé ta musique, il est chirurgien cardiaque, il me dit je l'utilise quand j'opère les gens, à cœur ouvert. Et frissons partout, on me dit ouais parce que c'est une musique qui est assez paisible par ailleurs, tu peux imaginer. Et moi donc mon autre désir, c'est pas forcément que ma musique soit sur toutes les radios, c'est plutôt qu'elle accompagne
des gens dans des moments, alors pas forcément aussi lourds ou aussi chargés, mais dans des moments de grande présence, quoi. C'est intéressant parce que ce que tu dis, on pourrait réunir presque. Il y a un point commun entre ces 3 désirs. De préserver un endroit de qualité de ressenti. Ouais, pas mal. Ouais, effectivement. Un truc de créer un espace, de tenir cet espace-là Tenir cet pour espace. une qualité de ressenti. Toi, quand on revient à ce petit garçon qui court et qui... c'est marrant cette image que tu donnais au début de voir toute la famille un peu triste et figée et toi... Bah, pour le coup, tu peux pas attendre la reconnaissance des autres, ils sont décalés. Tu peux pas attendre les permissions des autres, ils n'ont pas les mêmes perceptions. Tu peux pas attendre, en fait. Ta maturité d'adulte d'aujourd'hui, elle doit donner un nom au déséquilibre en avant. Et que ça devienne ta loi, en fait. C'est l'équilibre instable. Et du coup, l'instabilité devient tranquille. C'est un peu comme l'histoire du bateau. Ouais, c'est exactement l'image du bateau que tu donnais au début. On a fait la boucle. 45 degrés. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça assez inspirant. C'est joli, ta loi. C'est joli. Ta loi, ouais. C'est fort, mais c'est joli. C'est bon, ça. Ouais, sentiment océanique. C'est un truc très ouvert, super agréable. Et le sentiment que ça va se faire, quoi qu'il arrive, tu vois. J'aimerais continuer d'ouvrir cette voie-là. Super chouette. Merci, Brice. Merci du voyage. Voyage sur l'océan. Tu veux nous chanter une chanson? C'est pas marrant, j'ai l'impression que tu as une chanson dans la tête. T'as pas une chanson dans la tête? Non. Non, j'ai pas de chanson. Non. Non. Merci à toi. Merci. Et vous, avez-vous une chanson dans la tête? À force de parler mouvement, musique et créativité, ça me donne envie de chanter. En tous les cas, j'espère que cette écoute aura remis du mouvement dans votre sensibilité pour écrire votre loi et la défendre avec un sentiment océanique. Vous pouvez déjà écouter en fond sonore une des compositions de Brice avec un extrait de l'album Riviera, le morceau En cavale, que je vous invite à écouter en entier sur toutes les plateformes. Vous pouvez également retrouver Brice de Margerie sur LinkedIn et avec le collectif Co-Design It. N'hésitez pas à partager cet épisode de Sensoscopie pour inspirer votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner pour affiner votre intelligence sensorielle. On se retrouve le 29 juin pour une nouvelle exploration qui va nous faire franchir des frontières sensibles insoupçonnées. À bientôt!